Voilà. Euh, L'idée est la suivante, c'est que en France, on parle beaucoup de décarbonation des ports et on parle également de transition énergétique, on parle également de la décarbonation des industries portuaires. Ce sont trois éléments clés, indépendamment bien évidemment du trafic maritime qui est une composante importante des émissions de CO2, mais ce qui nous semblait intéressant, oui, Mélissa est là, ce qui nous semblait intéressant, c'était de voir de quelle manière les ports français et les ports québécois pouvaient s'enrichir de l'expérience de l'un et de l'autre. J'ai demandé à Sylvain Roche, qui est à la fois Chair Trent et qui a été passé 3 mois ou 2 mois l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, je ne me souviens pas, au Québec et au Canada, qui a fait un rapport assez intéressant sur la décarbonation des ports au Québec, de faire un résumé de ce qu'il avait, en tout cas, envie de traduire pour que l'on comprenne bien de quoi nous allions parler. Donc je te passe d'abord la parole. Bon, merci. Donc moi, effectivement, moi je suis ingénieur de recherche à Sciences Po Bordeaux. Je suis en charge d'une chaire universitaire qui est la chaire Trent. Donc on travaille sur les enjeux de transition énergétique territoriale. Et parmi les nombreux travaux sur lesquels aujourd'hui on est investi, il y a celle sur la décarbonation des espaces industriels-portuaires, donc à la fois en région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans une approche un peu transnationale et comparative. Et c'est dans ce cadre notamment que j'ai pu, et je vais continuer aussi dans les prochains mois, un travail un petit peu collaboratif et comparatif avec des ports du Québec, donc essentiellement 3 ports, le port de Montréal, le port de Québec et le port de Bécancour. Et j'ai eu de nombreux échanges. L'année dernière, j'ai réalisé plus de 50 entretiens semi-directifs où j'ai rencontré des industriels, les associations, des chercheurs, Hydro-Québec, le gouvernement du Québec, les représentants aussi du niveau fédéral. Et il est ressorti plusieurs types de questions, plusieurs enjeux qui sont à la fois différents avec la France ou similaires. Le premier critère, c'est effectivement la décarbonation et les nouvelles technologies. Comment faire des ports, des hubs pour produire les nouveaux carburants. Donc ça, c'est comme ça a été justement dit ce matin, les ports sont des espaces d'interface terre-mer. Donc ils doivent à la fois produire des carburants pour les navires, mais aussi pour les transports terrestres, voire même aériens. Donc ça, c'est, on va dire, un angle très technologique. Un deuxième angle plutôt finalement, on va dire, social, c'est comment décarboner des ports dans un espace d'interface ville et port. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu bien analyser, notamment à Québec. Comme je vous le disais ce matin, il y a des initiatives qui ont été lancées par le port de Montréal pour bien intégrer la société civile dans ces projets d'aménagement portuaire et de décarbonation via ce que l'Institut Carmack appelle l'innovation communautaire. Donc ils ont lancé toute une sorte d'initiative pour incorporer les riverains via ce qu'ils appellent les communautés de bon voisinage. Donc ça a été après repris par d'autres ports comme le port de Montréal. Un troisième sujet aussi, ce qui me semble assez intéressant par rapport à la France, c'est les dynamiques interportuaires. Ils ont comme focal le modèle Arupa, notamment bien sûr les 3 ports que je citais tout à l'heure. C'est comment aussi la décarbonation appelle à de l'innovation institutionnelle de rapprochement interportuaire, notamment via l'Alliance verte. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble aussi assez intéressant, c'est comment on peut sortir de logiques strictement concurrentielles à des logiques comparatives. Donc on peut le voir via le modèle Arupa, mais moi je suis de Bordeaux, il y a eu une démarche similaire en Nouvelle-Aquitaine,
où les différents ports néo-aquitains, donc La Rochelle, Bordeaux, Rochefort-Thionnet-Charente et Bayonne, ont monté une association qui s'appelle Aquitania Port Link, qui vise désormais à avoir une logique plus de complémentarité que de concurrence. Donc les Québécois sont aussi dans cette logique. Et une quatrième problématique, effectivement, c'est la question de comment se situer dans un espace de plus en plus mondialisé et concurrentiel. Donc comment eux, ils doivent se positionner face à la concurrence états-unienne, notamment le port de New York ou de Philadelphie. Et nous aussi, aujourd'hui, on a cette problématique. On a, certes, on a quand même 2 ports importants que sont le port de Marseille et le port du Havre, mais ça reste quand même des ports de taille moyen à l'échelle européenne et petit à l'échelle internationale. Donc comment on se positionne par rapport à ces différentes routes ? Est-ce qu'on continue à essayer d'être des concurrents de ces grands ports, ou est-ce qu'au contraire on essaie de construire de nouvelles routes secondaires voire tertiaires, par exemple Bordeaux avec un plus petit port en Amérique du Nord, donc voilà, c'est plein de sujets sur lesquels je suis investi, au plaisir d'en discuter avec vous lors de cette table ronde. Alors, Mélissa Sanakopoulos, je pense que c'est intéressant que vous puissiez réagir et témoigner de ces dynamiques à l'œuvre, vous, dans votre port des 7 îles. Est-ce que vous sentez ces dynamiques à l'œuvre impulsées par la décarbonation en partie ? Absolument. Comme je le disais ce matin, le port est fermement engagé dans le programme de l'Alliance verte, qui contient plusieurs indicateurs, notamment celui des émissions atmosphériques. Ceci dit, évidemment, nous avons des cibles qui rejoignent les cibles mondiales de réduction à zéro net carbone. Donc, notamment au niveau de l'Organisation mondiale de la navigation, dans le fond de la marine internationale. Et puis, nous, on partage beaucoup avec les autres ports fédéraux, port de Trois-Rivières, port de Québec, port de Montréal. Puis, je vous dirais, on partage beaucoup au niveau de nos inventaires, à savoir peaufiner nos inventaires. Donc, déjà, cette question-là n'est pas simple de bien se comparer, de comparer, je dirais, des pommes avec des pommes et non des pommes avec des oranges. Là, c'est déjà un défi d'avoir tous les mêmes standards de conversion, etc. Et puis, par rapport à l'Alliance verte, on y va à l'échelle, selon les échelles de l'Alliance verte, donc à l'échelle administrative qui pourrait se comparer à n'importe quelle entreprise ou n'importe quel organisme, bureau. On est vraiment un bureau de 18 employés, finalement, c'est pas grand-chose, mais on essaie quand même, on a changé toute notre flotte de véhicules pour des véhicules électriques ou à énergie verte, hybride. Et puis, on essaie de réduire nos déplacements pour le voyage, nos déplacements d'affaires. Là, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire avec ma présence ici, tout à fait, mais j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable et faire un voyage personnel en même temps. Donc, sinon, peut-être que vous m'auriez plus vu en visio. Et puis, l'échelle qui peut-être vous concerne plus ici, là, c'est l'échelle au niveau portuaire. Donc, toutes nos opérations portuaires et dans cette échelle-là, le principal émetteur, c'est les navires. C'est les navires. Donc, on s'est vraiment penché à savoir à agir exactement là où ça allait marcher le plus. Et puis, on parlait de la recherche. Le port est convaincu que la recherche, on peut être un accélérateur de la recherche dans toutes sortes de domaines. On finance une chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers dans zone industrielle-portuaire. On finance un institut de recherche sur les écosystèmes de la baie de Sept-Îles, du monitoring en temps réel de la qualité de l'eau, qualité de l'air et bruit sous-marin, donc pour les navires. Et pour les navires, on implante cette année un incitatif, un rabais tarifaire pour les navires qui auront une certification pour les gaz à effet de serre notamment, et aussi pour le bruit sous-marin. Qui implique quoi, cette certification? Certification, donc les navires doivent soit avoir des technologies à bord ou avoir une certification pour les gaz à effet de serre. RightShip en est une, Environmental Ship Index, là, vous m'excuserez mon anglais, mais c'est des termes souvent anglais. Et puis, selon la catégorie qui se classe dans ces certifications-là, va recevoir un rabais sur les droits de port au quai. Donc, c'est une façon pour nous d'inciter les navires aussi à participer. Ils reçoivent un rappel. Ouais. Exactement. C'est pas plus cher pour eux quand ils rentrent au port, ou c'est pas interdit pour eux.
Mais il y a Non. des incitations de À communication. se décarboner eux-mêmes et à agir au niveau de la décarbonation. Donc, au niveau de la recherche, de toute évidence, au niveau de la décarbonation également, nous avons un projet avec l'Université de Sherbrooke au niveau des branchements à navires, parce que c'est vraiment par là que va passer la décarbonation. Nous, on reçoit des vraquiers. Je vous ai dit, on est un port important, un port minéralier. Au niveau des vraquiers, il n'y a pas de standard international présentement. Donc, l'Université de Sherbrooke travaille à établir un standard au niveau international, donc font des démarches internationales pour établir ce standard-là pour les vraquiers. Et puis, Sylvain en a parlé un peu aussi au niveau des carburants alternatifs. De notre côté, là, je vous parlerai plutôt de l'échelle régionale. Donc, ce n'est pas compris dans nos inventaires, mais c'est quand même des choses qu'on peut faire un port pour la région et même pour la planète. Donc, je vous parlerai d'éco-parc industriel, donc de synergie industrielle. Donc, on regarde pour des industries qui vont servir à décarboner la planète. Par exemple, notre minerai de fer est un minerai de fer à haute pureté qui peut servir à des aciéries vertes, donc à produire de l'acier vert à partir de l'énergie éolienne et d'hydrogène. Donc, on regarde pour faire la transformation de l'acier sur notre territoire à partir de l'éolien. Et puis, on regarde au niveau de l'ammoniac. Dans le fond, l'ammoniac qui aurait un sous-produit qui serait de l'ammonium, du nitrate d'ammonium pour les minières, des explosifs pour les minières, mais qui servirait en même temps de carburant alternatif à quai, donc de réserver des espaces sur notre territoire pour les carburants alternatifs. Et puis, je vous ai pas parlé des corridors verts. Donc, on a un projet de recherche aussi avec un professeur à l'Université de Montréal qui, lui, a travaillé avec tous les autres ports que Sylvain doit connaître aussi, à regarder, dans le fond, la synergie entre les ports, la consommation énergique dans les ports, les flottes de navires qui fréquentent les ports. Nous, c'est pas les mêmes navires qu'à Montréal, c'est des navires différents. Eux autres, c'est beaucoup des conteneurs. Et puis, de regarder les routes des navires. Donc, nos navires viennent de où, arrivent de où, s'en vont où avec les marchandises, que nous, on a une aluminerie qui arrive et on a une flotte avec FedNav. Donc, c'est de regarder tous ces éléments-là et puis on travaille là-dessus et puis on espère bien atteindre nos objectifs de décarbonation. Alors, vous disiez, on va y venir avec vous, Nathalie Malkiou, mais c'est vraiment les bateaux qui sont la charge principale. Est-ce que dans vos infrastructures, les transformations que vous allez devoir faire pour faire cette bifurcation écologique, elle est principalement dans permettre à ces bateaux d'être accueillis et de pouvoir avoir le nouveau mode de propulsion dont ils ont besoin. Mais dans vos installations, c'est vraiment les installations portuaires en elles-mêmes, c'est vraiment un petit portefeuille carbone, ça? C'est pas Absolument. Ça qui est à transformer en premier? Oui. En fait, les navires représentent 80% environ des émissions dans un port. Donc, le branchement à quai est vraiment une mesure là, principale qu'on doit regarder. Maintenant, quand je vous parlais d'éolien et puis de branchement à quai, ça va avec de l'énergie. Et puis, le nœud est peut-être là un peu aussi au niveau énergétique. Donc, l'énergie, on a la chance d'avoir de l'énergie verte au Québec, de l'hydroélectricité. Par contre, cette énergie-là n'est pas infinie. On est en train de regarder au Québec à faire des parcs éoliens. Donc, pour le branchement à quai, pour les vraquiers, ce n'est pas un navire de croisière, donc ça n'a pas la même consommation, disons, qu'un navire de croisière. C'est quand même une possibilité pour nous d'avoir nos quais industriels avec des branchements à quai. Par contre, au niveau des croisières, il faut dire qu'on reçoit 15 bateaux par année. Là, c'est peut-être vraiment rien à côté de d'autres ports, notamment le port de Québec. Ça serait beaucoup plus compliqué selon les études qu'on a faites et beaucoup plus coûteux. Donc, on va y aller où ça va être le plus rentable pour la décarbonation en premier lieu et où ça va être faisable, oui. Ne pas les accueillir, par exemple, ça décarbonerait d'un coup. Bien, je dois vous dire, mais là-dessus, je dois vous dire que tout le monde est dépendant de la navigation. Hein. Tout le monde consomme des biens. La navigation internationale. Je parlais des bateaux de croisière. Oui, les bateaux de croisière. Oui, les bateaux de croisière. Mais là, je me placerais du côté du tourisme, puis j'aurais pas la même vision que quelqu'un. Moi, je suis biologiste de formation. Moi, je vais m'assurer. Je peux vous parler des bateaux de croisière. On a un monitoring à quai pour les bateaux de croisière et on a des règles dans le port de cette île
qui ne sont pas des règles nationales, qui sont des règles plus sévères au niveau de la gestion des eaux, au niveau des eaux de navire et au niveau de l'utilisation des scrubbers, donc des traitements qui viennent récupérer la pollution de l'air puis la rejeter dans la mer. Donc, nous, on interdit ça dans les eaux du port de Sept-Îles pour préserver notre écosystème. Et ça, c'est une règle du port de Sept-Îles. Je crois qu'il y a seulement le port de Vancouver qui a emboîté le pas. Je crois qu'on a été les premiers. Et puis, on a un système de monitoring à quai qui nous permettrait de voir des variations. De pH, parce que c'est vraiment le pH qui changerait à ce moment-là d'utilisation d'un scrubber. Puis je sais que le port de Vancouver, par exemple, a des patrouilles pour aller voir les bateaux et leurs scrubbers. Nous, on n'a pas autant de ressources que le port de Vancouver, de toute évidence, mais quand même, c'est des choses qu'on peut regarder au niveau des bateaux de croisière. Puis ils ont leurs règles, mais je ne me placerai pas du côté du tourisme local pour prendre la parole pour eux autres. C'est sûr que pour la région, nous, on est une petite région et puis le tourisme est quand même important. Sur la zone d'innovation, la vallée de la transition énergétique, on a la chance d'avoir sur notre zone 2 ports en eau profonde. Et c'est une chance absolument formidable, des terrains de jeu magnifiques pour travailler avec nos entreprises et nos chercheurs pour expérimenter des choses. Alors, on a évidemment le port de Trois-Rivières, qui accueille depuis peu le siège du Centre d'expertise logistique maritime et portuaire, donc qui est une initiative qui rassemble l'ensemble des ports du Québec et qui constitue un lieu de discussion sur les sujets, les grands enjeux et les défis reliés à la décarbonation. Ils viennent tout récemment en fait, de constituer leur planification stratégique et donc nous, on collabore très fort avec ces gens-là. Sur la décarbonation des bateaux directement, on disait que c'est un des postes les plus importants. Il y a des travaux de recherche qui sont faits pour réussir à imaginer comment réussir à décarboner sans forcément les annuler. Alors voilà, pour les bateaux de croisière, s'il y a des défenseurs des bateaux de croisière, je ne sais pas, cela peut être facilement annulé. Il y a d'autres transports qui sont plus nécessaires. Comment faire pour eux les décarboner un maximum? Est-ce qu'il y a des recherches probantes dans la matière? Oui, il y a beaucoup de recherches. Alors, moi, je suis Nathalie Melsion, je coordonne le cluster de recherche cargo à l'Université de Nantes et à Centrale Nantes. Et c'est un cluster qui est dédié vraiment à la décarbonation du transport maritime. Juste pour avoir un ordre d'idée, le transport maritime, c'est 90% du transport de marchandises. Donc l'essentiel de notre approvisionnement arrive encore par la mer. C'est 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et on n'a pas, contrairement aux autres mobilités, en fait, où il y a une solution unique qui peut se dégager. Donc je pense à l'électricité, par exemple, pour l'automobile, ou au bio et e-kérosène pour l'aviation. Pour ce qui est du maritime, en fait, on va avoir tout un panel de solutions techniques parce qu'on a une typologie de flotte qui est très très variée, depuis les petits navires de maintenance éolien, par exemple, les navires de pêche, jusqu'aux immenses porte-conteneurs de 400 mètres. Donc c'est très très hétérogène en termes de taille, en termes de puissance aussi nécessaire. Donc là, vous avez effectivement une photo d'un futur porte-conteneur mer-vent, donc qui sera équipé de voiles. Donc il y a la propulsion par le vent en fait, qui est une idée. C'est plus qu'une idée aujourd'hui, c'est quelque chose de très sérieux. On estime qu'au global, en fonction des études, 40% de la flotte sera équipée de voiles à horizon 2050. Après, ça ne permet pas en général, c'est de l'assistance vélique, donc c'est en complément d'autres solutions de propulsion. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. En gros, au niveau européen, national et international, on mise sur les biocarburants. Donc en remplacement, parce qu'aujourd'hui 99,9% de la flotte est encore propulsée avec du diesel ou du fioul lourd. Il y a le GNL qui a un petit peu fait son apparition, mais qui reste une énergie fossile. Et donc il y a l'idée de faire une transition par les biocarburants de deuxième ou troisième génération. Il y a des biocarburants à partir de microalgues. Ça fait l'objet de recherches importantes au GPEA, un laboratoire de génie des procédés à Saint-Nazaire. Et puis l'émergence d'électrocarburants, donc de fuel qui seraient fabriqués à partir d'énergie électrique.
Donc ça pose la question. Alors je vois que les diapos avancent. Donc juste ça, c'est effectivement, vous avez... juste pour terminer sur le global, en fait, sur les solutions de décarbonation, parce que je suis allée un peu vite sur les sources d'énergie. En fait, on essaie de conjuguer, un peu comme à chaque fois en matière de transition écologique, des solutions de l'ordre de la sobriété, ce qui va être réduire la vitesse, réduire les flux, des solutions de l'ordre de l'efficacité énergétique. Donc là, on va travailler les formes des navires, les formes des carènes, faire des nouveaux propulseurs, des nouvelles hélices, en fait, pour avoir des formes plus plus hydrodynamiques. Il y a des recherches, par exemple, pour mettre de l'air sous les coques, injecter de l'air sous la coque, hein, pour que ce soit plus hydrodynamique. Il y a des recherches aussi de nouvelles solutions de propulsion qui s'inspireraient des nageoires caudales des baleines pour propulser le navire. Donc il y a tout ce qui est bon à prendre en termes d'économie d'énergie est bon à faire. Et après, il y a les solutions plus techniques, effectivement, de bascule vers de nouvelles sources de propulsion. Alors j'ai vu qu'il y avait une main, je ne sais pas si j'enchaîne, peut-être Alors on peut prendre les questions de la salle pour favoriser les échanges. Comme ça je reprends mon souffle en même temps, c'est bien. J'avais une question sur le biocarburant, parce que pour moi c'était déplacer le problème, parce qu'un carburant ça émet quand même du CO2, donc même si ce n'est pas du pétrole, ça ferait quand même des émissions venant peut-être des plantes, mais ça serait quand même du CO2 qui serait rejeté dans l'atmosphère. Ouais. Puis si ça vient de grandes monocultures à terre qui elles-mêmes envoient dans l'océan des... Les biocarburants, ça pose plusieurs problèmes. Après, en règle générale, on estime... En fait, sur les biocarburants... Alors déjà, c'est les stratégies, en fait, aux différents niveaux qui misent sur ça, parce qu'il y a un principe de réalité, qu'est-ce qui est possible de faire aussi, sachant qu'on est sur des temporalités très courtes, que la durée de vie d'un navire, en moyenne, c'est 25 ans. Donc, en fait, en fonction les navires qu'on construit aujourd'hui, ils seront encore là en 2050 largement. Donc, il y a cette temporalité-là. Après, sur les biocarburants, au niveau européen, par exemple, ils écartent tout ce qui va... En fait, il y a une partition entre les biocarburants qui sont faits, par exemple, à partir de cultures, de colza, etc., et les biocarburants qui sont issus de déchets, donc soit des déchets biomasse, du gras de cochon, enfin voilà, des huiles usagées, où là, en fait, on considère que ça permet, qu'il y a du stockage de CO2 quand même à un moment donné. Peut-être pour finir sur les biocarburants Azilise, il y a cette question du CO2 que ça continue d'émettre. Donc il y a aussi des recherches sur le stockage de carbone à bord. Mais sur la question des biocarburants, là par exemple, j'ai un doctorant qui a fait l'exercice de regarder, donc 10 TWh, c'est la quantité de biocarburants qui serait nécessaire au niveau France, donc selon la feuille de route nationale de décarbonation, pour la flotte française et les besoins de soudage juste en France. Et si ça devait être produit à base de culture, en Loire-Atlantique, ça représenterait 11,5% de la superficie de Loire-Atlantique. Donc en fait, ça pose la question aussi, surtout de la disponibilité des espaces et des conflits, les espaces, je vous l'apprends pas, sont très contraints. Donc où est-ce qu'on produit ça et puis il y a un conflit entre les différentes mobilités sur ces biocarburants. Donc c'est une vraie question. En fait, j'aimerais compléter la réponse au niveau des biocarburants. Nous, on a une flotte de navires qui est dégagnée, qui utilise les biocarburants biodiesel. S'approvisionne une source de maïs, je crois, aux États-Unis, donc des déchets de maïs ou nouvellement. Là. Et puis, la qualité du biodiesel, c'est qu'il peut entrer dans le navire sans aucune modification et déjà réduire. Donc, pour l'instant, c'est une solution qui est simple pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, ils sont quand même capables présentement, immédiatement, de réduire leurs gaz à effet de serre. Maintenant, il y a tous les carburants alternatifs aussi au niveau de l'hydrogène et de l'ammoniac qu'eux ne produisent pas de CO2, mais il y a d'autres enjeux au niveau de la toxicité et de la dangerosité et au niveau des espaces requis dans les navires pour stocker ces matériaux-là.
Tu aurais une autre réaction, oui? Oui, bonjour, Grégory Jean, je suis le fondateur de Roule Ma Frite 17. En fait, on revalorise les huiles de friture usagées en additif au diesel depuis 2007. Alors, de manière complètement illégale jusque-là, parce qu'on a réussi à faire changer la loi avec la loi de finances 2023, votée en 2022. Ce que je voulais vous dire, moi, par rapport à l'usage de ces gisements, c'est qu'ils ne sont pas extensibles. C'est-à-dire qu'au niveau national, juste pour la France, hein, c'est 140 millions de litres d'huile de friture usagée. Vous parlez des huiles de friture, oui. Huiles de friture usagées, on valorisé en additif au diesel. Donc ça veut dire qu'on va avoir une concurrence sur l'usage. C'est-à-dire que l'énorme avantage des huiles usagées et du déchet, dans une logique d'économie circulaire, c'est qu'il est produit sur un territoire chaque année au même endroit. Le restaurant ne bouge pas. Et ce même territoire, en même temps, a des besoins, notamment au milieu rural, sur la mobilité. Donc si je prends l'exemple de l'île d'Oléron, que je connais, parce que c'est là où je suis, donc on est à 30 000 litres d'huile par an. Et donc du coup, la question va être de se dire, est-ce qu'on ventile ces huiles pour du transport maritime, ou comme vous l'évoquiez tout à l'heure, et c'est pas contre vous, mais c'est sur la question, 90% des marchandises qui sont échangées au niveau mondial, et on se pose peut-être à un moment la question, est-ce que ça vaut le coup de transporter ça ou pas? Ou alors est-ce qu'on laisse ces huiles en local pour répondre à des besoins identifiés sur de la mobilité sociale, enfin tous les besoins qu'on connaît. Donc je voulais juste, et j'ai pas de réponse, hein, c'est juste pour vous partager avec vous cet éclairage, parce que sur la zone que vous identifiez ici, où à l'époque on avait des collègues qui ont monté un Roule Ma Frite à Saint-Nazaire, je crois que déjà les besoins sociaux locaux aspiraient 100% du gisement d'huile. Et dedans, il n'y avait pas de mémoire, le transport maritime. Juste pour préciser que la carte, c'est un exercice purement fictif pour avoir une idée de l'emprise au sol que ça représenterait, mais pour il n'est pas question... Pour dire que ce n'est pas possible. Oui, mais ce n'est pas envisagé. Oui, pas envisageable. Ouais, c'est juste ça. Je ne sais pas si vous vouliez réagir au réemploi des huiles, des déchets, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, exactement. Puis c'est l'exemple de Desgagnés qui utilise un approvisionnement. Ils se sont conjointement associés à une entreprise, un organisme de toute évidence, pour leur fournir la matière première pour faire leur biodiesel. Et puis cette flotte-là fait la navette sur le Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac. Donc s'approvisionne au Grand Lac et parcourt la même distance. Donc, c'est une source pour eux, faite pour le transport pour eux, donc localement, régionalement à l'échelle du Québec.